Voilà, ça c'était donc pour la première partie de cette controverse. Donc avec Christian Couturier qui va me rejoindre, avec Marie Zarditi, avec Claudia Boud. Donc la controverse biogaz, bois-énergie, mais que fait-on de nos vaches et de nos forêts? Donc c'est une question évidemment un peu provocatrice. Vous avez peut-être retrouvé donc dans la seconde partie sur l'alimentation ces questions sous-jacentes. Et c'est ce qui nous est proposé là, donc avec Maryse, donc avec ces questions de société. Donc on n'est pas sur un débat technique là, bien que nous ayons avec nous donc Christian Couturier, qui est sûrement l'un des directeurs du pôle énergie et déchets de Solagro à Toulouse, et qui est, on va dire, l'un des experts au niveau français de l'utilisation énergétique de la biomasse. Il travaille à peu près depuis 30 ans, Christian, que vous travaillez sur ces questions-là. Vous êtes contributeur, notamment sur ce volet biogaz, du fameux scénario Négawatt. Éventuellement, on en parlera après, mais c'est peut-être pas l'objet. Et également, vous êtes désormais le président de l'association Négawatt, puisque vous avez succédé à un certain Salomon Thierry. Voilà. Donc on est quasiment au complet à Négawatt aujourd'hui, on l'avait compris. Vous avez été donc le contributeur du scénario After 2050, qui est directement corrélé au scénario Négawatt, donc sur l'utilisation des terres agricoles et forestières pour satisfaire les besoins alimentaires, énergétiques et en matériaux, et qui inclut la prise en compte de la réduction des gaz à effet de serre dans ce scénario. Et c'est ce scénario que vous avez peut-être en mémo sur lequel vous allez vous appuyer pour un peu nous donner, avant qu'on aille sur le débat, sur les échanges, un peu de savoir de quoi on parle, c'est quoi les enjeux. Donc un petit éclairage de votre part là-dessus. Bonjour, donc alors je vais faire une petite introduction en 10 minutes normalement, à peu près, je ne vais pas chronométrer. Comment je fais? J'appuie là ou c'est toi qui... J'appuie, voilà. Donc sur ce petit graphique, c'est pour rappeler donc, dans le cadre de raisonnement sur le scénario Négawatt. Vous voyez ici l'évolution de la consommation d'énergie primaire. Donc dans le scénario, c'est une division par 3 de la consommation d'énergie primaire à l'horizon 2050. Et tous nos besoins d'énergie sont couverts par des sources renouvelables. La totalité à plus de 99%. Et sur ces sources d'énergie renouvelables, les bioénergies, globalement, ça représente à peu près 40%. Donc c'est fois 2,5 à peu près par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui comme bioénergie en quantité globale. Voilà. Donc ça, c'est pour rappeler dans quel cadre on se situe. Alors tous les scénarios, enfin la plupart en tout cas des scénarios 100% énergie renouvelable qu'on voit aujourd'hui, contiennent de la biomasse dans des quantités qui sont aussi x2 ou x3 par rapport au niveau actuel de consommation, que ce soit des scénarios au niveau national, au niveau européen ou au niveau mondial. Donc la biomasse est beaucoup sollicitée. On voit maintenant, ça c'est nouveau dans le débat, avant on avait nos scénarios 100% énergie renouvelable versus des scénarios avec encore du pétrole, du gaz, du charbon, etc. et des scénarios avec du nucléaire. Maintenant on voit des scénarios énergie renouvelable et 100% électrique. Donc ça c'est un débat nouveau, c'est-à-dire qu'on a des scénarios de type uniquement eau, soleil et vent versus des scénarios où on a évidemment de l'éolien, du solaire, etc. Mais on a aussi de la biomasse dans les scénarios. Donc le débat, pour nous, il se déplace en partie. C'est des scénarios 100% énergie renouvelable qui sont en confrontation. Il y a 2 récits différents. Un qui mise sur, en partie, les ressources biologiques et des ressources géologiques, parce que les renouvelables électriques, il faut des matériaux, il faut des métaux conducteurs et semi-conducteurs, alors que la biomasse, il nous faut du carbone et de l'azote, et ça se trouve dans l'atmosphère, donc on est sur de la recirculation des éléments qui composent le vivant, alors que sur les ressources minières, on est sur l'utilisation de ressources stock. Donc on a quand même une différence d'approche entre des scénarios qui sont basés uniquement sur du cycle géologique et des scénarios qui sont basés avec en partie du cycle biologique, ce qui pose aussi d'autres questions en termes de soutenabilité, etc. Donc un négawatt, comme on pense qu'il n'y a pas une bonne solution, on a choisi de mixer les solutions, donc avec une dose de sobriété, une dose d'efficacité, une dose de renouvelable,
donc à peu près 3/3 pour répondre au problème globalement. Et dans les renouvelables, en gros, moitié biomasse et moitié non biomasse, pour faire un peu court. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a aucune des solutions qui n'a pas d'inconvénients. La sobriété a des inconvénients, l'efficacité a des inconvénients. En ce moment, je ne sais pas si vous voyez les débats sur l'efficacité qui est accusée de provoquer l'effet rebond et donc d'annuler ses propres effets, etc. Bon. Voilà, donc j'ai essayé d'accélérer un tout petit peu pour ne pas être trop long. Alors ensuite, les questions qui se posent sur la biomasse. C'est qu'en fait, la biomasse, je vous ai dit, c'est dans le cycle du vivant, du biologique. Mais en fait, le cycle du vivant, la biomasse qu'on produit sur les terres agricoles ou forestières, elle sert à beaucoup de choses. Peut-être un peu trop de choses d'ailleurs. Hein. Et c'est ça qui rend le débat assez complexe. C'est-à-dire que ça sert à nous nourrir, ça sert à nous chauffer, ça sert à la construction, ça nous sert à écrire. Il faut de la biomasse pour nourrir les animaux de l'écosystème, à commencer par les organismes du sol. Il faut stocker du carbone dans les sols et dans les écosystèmes parce que c'est un puits de carbone, notamment la forêt, mais aussi demain de plus en plus l'agriculture sera un puits de carbone. Ça nous permettra de réduire, de stocker en partie les émissions de gaz carbonique. Il y a des fonctions aussi de biodiversité. Alors ce qu'on met dans le terme de forêt au sens étymologique, hein, donc des espaces qui sont non ou peu anthropisés, parce qu'on a besoin de nature, on a besoin des aménités offertes par des espaces naturels, on a besoin d'animaux et de les nourrir, etc. Donc c'est ce que j'appelle l'exalème de la biomasse, et les 6 F, hein, donc pour le moyen mnémotechnique, fourneau, fourrage, fibre, fioul, forêt, fumure. Et ces 6 grands usages sont en compétition les uns avec les autres, mais peuvent être aussi en synergie. Donc tout ce qu'on essaye de faire à Solagro, avec nos actions de terrain, c'est de favoriser les synergies entre ces usages et de réduire autant que possible les concurrences. Voilà, alors oui. Donc la biomasse dans nos scénarios, grosso modo, il y a du biogaz et il y a du bois énergie. Alors, sur le biogaz, pour nous, le biogaz, ce n'est pas uniquement un moyen de produire de l'énergie. Hein. Je vais parler surtout du biogaz agricole. C'est un moyen de produire de l'énergie, certes, mais c'est aussi un moyen de fournir du gaz carbonique. Donc on n'en parlera pas, mais c'est un moyen aussi pour fournir du gaz méthane à partir d'électricité, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi une fonction importante. Deuxième point majeur, c'est favoriser la transition agroécologique, c'est-à-dire que nous, la méthanisation dans les écosystèmes agricoles, on la conçoit comme un outil qui va permettre de mieux piloter la fertilisation, donc de mieux piloter les éléments nutritifs, l'azote, le phosphore, etc., et d'optimiser l'utilisation de la matière organique. On a accompagné pas loin de 1000 agriculteurs globalement dans nos différents travaux et on voit qu'il y a une grande diversité dans ce qui se fait en matière de méthanisation et dans la plupart des cas, les agriculteurs qui sont motivés par la méthanisation sont des agriculteurs qui réfléchissent à comment faire évoluer leur système en utilisant la méthanisation comme un outil qui les aide justement à aller vers plus de durabilité. Voilà. Et puis il y a aussi, surtout en milieu rural, la dimension socio-économique. C'est vrai que c'est important d'avoir des territoires ruraux qui sont vivants avec des gens qui vivent de leur travail, qui vivent de leur production. Et on voit aussi que beaucoup de projets de méthanisation sont des points où on va fédérer des énergies. On travaille beaucoup sur des projets collectifs, hein, sur des projets à taille de 10, 20, 30, 50 agriculteurs. Et on voit que c'est des lieux qui créent de la synergie entre des acteurs. Voilà. Donc ça, c'était pour le biogaz. Alors, bon, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais pour nous, le biogaz, les principales ressources, c'est pas tellement les déchets, les fumiers, etc. Donc ça, c'est la situation actuelle de la méthanisation. On traite principalement des déchets de l'agroalimentaire, des bouts de stations d'épuration, etc. Mais demain, ça sera de plus en plus des ressources agricoles, mais pas des ressources agricoles qu'on va produire exprès pour faire de la méthanisation. Ça sera des résidus de culture et ça sera notamment des cultures intermédiaires. Bon. Deuxième point, c'est la forêt. Alors, la forêt, pour nous, je pense qu'on est d'accord avec FNE là-dessus, c'est l'enjeu principalement, c'est, il y a plusieurs enjeux principaux. Il y a la biodiversité, il y a le stockage du carbone, et puis il y a la fonction de production de la forêt. Et dans les fonctions de production,
la priorité, c'est de produire du bois matériau. Et quand on produit du bois matériau, aujourd'hui, on produit aussi du bois énergie. Et le bois énergie est étroitement associé au bois matériau. Et la majorité du bois énergie qu'on consomme aujourd'hui en France s'associe au bois matériau, s'associe à l'étape de sylviculture. Quand on veut produire du bois d'œuvre, on a besoin de faire un certain nombre d'opérations, d'éclaircies, etc. Donc on produit du petit bois qui peut servir pour faire de l'énergie. Quand on fait du bois d'œuvre, on a aussi ce qu'on appelle les rémanents, enfin les houppiers, les branches, si vous voulez, des arbres qui ne servent pas à faire des planches qui sont bûcheronnées pour faire du bois bûche. Et puis ensuite, dans les différentes étapes de transformation, on a, que ce soit les scieries ou que ce soit les papeteries, on a ce qu'on appelle des connexes de scieries ou des liqueurs noires dans les papeteries. Donc en gros, c'est tout ce qui ne part pas en matériaux, ça peut partir potentiellement en énergie. Vous me dites si le micro dérive, parce qu'il n'est pas facile à gérer ce micro. Voilà. Et donc finalement, on s'aperçoit que la quantité de bois énergie par rapport aux industries de première transformation et à la ressource forestière, grosso modo, quand on compare ça au bois matériau, donc sous forme de sciage ou sous forme de pâte à papier, le bois énergie, c'est 3 fois ou 4 fois plus que les matériaux. Donc on ne peut pas simplement dire que c'est un sous-produit, les épluchures, etc. C'est aussi en quantité, c'est quelque chose qui est important. Voilà, et puis pour terminer, alors voilà, pour terminer, une petite diapo qui explique en gros les 2 stratégies d'exploitation de la forêt pour le futur, avec le dilemme auquel on est confronté aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut exploiter plus la forêt, donc pas uniquement pour faire de l'énergie, mais aussi pour faire du matériau de construction, pour faire du bois d'œuvre ou du bois d'industrie, etc. Si on exploite plus la forêt, on risque de réduire le stockage de carbone en forêt. Donc ça, c'est la grande question sur laquelle aujourd'hui il y a des travaux scientifiques qui sont en cours, sur lesquels on n'a pas vraiment encore de réponse, surtout que la réponse, elle semble beaucoup dépendre de l'horizon à laquelle on se situe. C'est-à-dire qu'à court terme, si on augmente l'exploitation en forêt, on va déstocker du carbone. Donc on va avoir un effet puits de carbone qui va être négatif. Mais à long terme, la forêt française risque d'être soumise à un certain nombre d'aléas qui sont dus en partie au changement climatique, risque d'incendie, de maladies, etc., qui risque de diminuer sa capacité à produire, donc non seulement de diminuer sa capacité de stockage de carbone, mais on risque d'avoir même un effet négatif et donc de ne plus avoir même la possibilité de sortir du bois matériau de la forêt. Donc je ne parle pas uniquement du bioénergie, je parle bien de l'ensemble des productions bois. Donc ça, c'est le scénario sylviculture constante. Et on a un autre scénario, de celui qu'on appelle sylviculture dynamique, qui consiste à augmenter les prélèvements en forêt pour accélérer la mutation de la forêt et la rendre plus résiliente face au changement climatique. Donc on ne voit pas sur le graphique du bas, mais globalement, le bilan carbone de ce scénario, à long terme, il serait supérieur à celui au bilan carbone du scénario de sylviculture constante. Ça, c'est vrai à long terme, ce n'est pas forcément vrai à court terme. Et à moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2050, ça se discute. Voilà. Donc, merci Christian. Donc c'est un peu rapide. C'est rapide. Merci pour cet exercice qui est compliqué, surtout que les questions sont complexes, il y a des nuances, et chaque fois, quand il y a de la nuance, on peut se perdre sur les marges. Claudia, donc on va voir avec vous sur la question du biogaz. On a séparé de façon un peu arbitraire la question en 2 parties. Biogaz pour Claudia et bois énergie avec Maryse. Vous êtes conseillère info énergie au GEFOSAT notamment, et vous avez exclusivement, avec un peu de communication quand même, j'avais remarqué, et vous avez une sensibilité, on va dire, par rapport à la condition animale qui vous a amené à changer votre alimentation. C'est la référence peut-être aussi au film de Kaina tout à l'heure, sur nos modes alimentaires, et vous aviez peut-être une question ou un point de vue par rapport à cette évolution donc, du biogaz, de l'utilisation donc, des ressources au niveau animal. Oui, alors je suis pas là pour défendre un scénario after 100% végétarien, mais je me questionne sur la compatibilité, ou du moins la non-concurrence de l'utilisation des déjections animales, puisqu'il m'a semblé comprendre que d'un côté, on voulait partir sur un mode d'élevage extensif, un retour important au pâturage. Donc, d'un autre côté,
utiliser aussi les déjections animales pour fabriquer de l'énergie et en plus pour fertiliser les sols. Et donc, je me questionnais sur un risque où on pourrait peut-être avoir des dérives et se retrouver, par exemple, avec des fermes à vaches juste pour produire, par exemple, de l'énergie. Voilà, ça c'est par exemple, on a toujours cette image, alors peut-être qu'il y a le pendant au niveau bois énergie qui est Gardanne, on en parlera, mais le ferme des 1000 vaches, enfin voilà, avec des choses qui sont pointées du doigt, parfois dans la presse, avec donc des images négatives qui arrivent tout de suite. Est-ce qu'on a raison de se faire peur par rapport à ça? Est-ce qu'on est un peu à côté de la plaque, en gros? Alors, donc c'est vrai que la ferme des 1000 vaches, ça a beaucoup défrayé la chronique. La chronique, ça continue toujours. Je crois que il y a eu une amende de 100 000 euros, je crois, je ne sais plus ou combien. Enfin, il y a une grosse amende qui a été rendue là. Enfin, bon. Donc, alors la ferme de 1000 vaches, c'est quoi le sujet? C'est accusé. Donc, elle est accusée en fait d'être une ferme prétexte à faire un gros méthaniseur industriel. Hein, je fais court. Bon. Alors, en réalité, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les agriculteurs qui veulent intensifier, c'est-à-dire faire des fermes avec 0 pâturage et nourrir avec du maïs et du soja importé du Brésil, etc., ils n'ont pas attendu la méthanisation pour le faire. Et quand on regarde les bilans économiques, grosso modo, sur une ferme de 1000 vaches, la vente de lait, le chiffre d'affaires, il est à peu près 10 fois supérieur au chiffre d'affaires qu'on peut faire avec un méthaniseur qui prendrait que le lisier des vaches. Hein, donc il y a un rapport de 10 entre les deux. Donc c'est certainement pas dans ce sens-là que ça marche. C'est-à-dire si vous faites une ferme à 1000 vaches avec des animaux qui sortent jamais, etc., il faut faire un méthaniseur, c'est logique. Mais l'inverse, c'est pas du tout logique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des méthaniseurs avec des vaches qui sont au pâturage, etc. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les modèles de méthanisation ils soient adaptés aux projets agricoles en amont et dans la diversité des projets qu'on accompagne. Je vous ai dit, on a accompagné pas loin d'1 millier d'agriculteurs avec des petits collectifs, des grands collectifs, avec des gens qui sont en projet individuel, avec des gens qui sont en bio, avec des gens qui utilisent la méthanisation pour faire de la bio, avec d'autres qui l'utilisent dans un système d'intensification, avec des gens sympas, des gens cons, enfin un peu tout, quoi, dans la vie, quoi, voilà. Et donc en fait, on voit qu'il y a une grande diversité d'approches et à chaque fois, c'est pas le méthaniseur qui est au centre du projet, c'est le méthaniseur qui est un outil pour faire évoluer le projet agricole. Donc nous, ce qu'on voit, c'est des agriculteurs, et ceux avec qui on préfère travailler, honnêtement, qui se posent des questions sur comment est-ce que je vais raisonner mon agrosystème en utilisant cet outil qui va me permettre, par exemple, d'encourager des cultures intermédiaires. Alors les cultures intermédiaires, c'est quoi? C'est des couverts permanents, c'est-à-dire après la moisson de blé, vous allez semer une autre culture qui va pousser au mois d'août, septembre, octobre, etc. et qu'on va éventuellement récolter au mois de mars avant de semer la culture suivante. Ces cultures-là, ça permet de maintenir un couvert permanent sur les sols, donc d'éviter des phénomènes d'érosion, de piéger les nutriments du sol, donc s'il reste de l'azote, les nitrates dans le sol, etc. Donc ces cultures-là vont les capter. Et donc on va avoir un couvert qui sera toute l'année, qui pourra permettre de protéger le sol, éviter les phénomènes d'érosion, garder le phosphore, etc., etc. Bon, et ça, c'est d'autant plus favorisé que ces cultures intermédiaires vont trouver des débouchés localement, et un débouché en méthanisation, ça fait partie des solutions qui sont les plus évidentes. Donc on a beaucoup de groupes, nous, qui réfléchissent sur on va faire un méthaniseur, on en profite pour donner un débouché à nos cultures intermédiaires. Ça veut dire que ces cultures intermédiaires ont beaucoup d'intérêt agroécologique pour le captage des nutriments, pour lutter contre les adventices, donc le développement des mauvaises herbes, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, nous, dans ces projets. Donc c'est vraiment, il faut vraiment concevoir ça comme un outil au service d'un projet d'évolution et pas le contraire. Et dans la pratique, le contraire, on ne le voit pas. On ne voit pas des agriculteurs qui se mettent à faire de la méthanisation en se disant tiens, comment je vais faire pour l'alimenter? Du coup, je vais garder les vaches à l'étable toute l'année et faire de l'intensification pour nourrir mon méthaniseur. Sur le bois énergie, Maryse Arditi, vice-présidente de France Nature Environnement, que je qualifierais, moi, à titre personnel, de militante experte, comme un certain nombre ici dans la salle. Docteur en physique nucléaire, mais avec tous ces travaux sur l'énergie solaire. Sur le bois énergie, France Nature
environnement a une position qui est quand même prudente là aussi. Ici, on est dans une controverse. Je voudrais déjà, juste avant de commencer, vous dire que la controverse, elle existe au sein même de FNE. Au sein même de FNE, il y a un réseau forêt et il y a un réseau énergie. Je peux vous dire que ça cause ferme quand il s'agit d'arriver à une position sur le bois énergie. Il y a une première fois où le bois forêt a arrêté la position du réseau énergie, on n'est pas d'accord, et puis une deuxième fois, ça a été l'inverse, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord en disant, bon, il y a quand même des choses sur lesquelles on est d'accord, on va les écrire. Voilà. Et c'est rigolo parce que, évidemment, on ne l'a pas, dans ce que tu as dit, on ne l'a pas mis en évidence. Mais la première chose pour nous qui est absolument fondamentale, c'est d'abord, il faut utiliser ce bois énergie en faisant très attention avec 2 trucs. Premièrement, il faut l'utiliser sous forme chaleur. On est radicalement opposé à le transformer en électricité. Tout le monde comprend bien pourquoi. Quand vous l'avez fait en électricité, vous avez 3 fois moins d'énergie. Vous avez perdu. Voilà. L'exemple type de ce qu'il ne faut jamais faire, c'est Gardanne, pour ceux qui en ont entendu. C'est une centrale au charbon qu'on transforme en bois énergie. Cette centrale, elle va bouffer 1 million de mètres cubes par an. On va en fait venir la moitié du Canada par... Bon, voilà, on voit bien que par rapport à la transition, on est complètement à côté de nos pompes. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment l'utiliser from chaleur. Deuxième chose, il faut l'utiliser dans des appareils performants. Je dis ça parce que ça veut dire qu'après, évidemment, par rapport aux besoins qu'on pourrait énumérer, si les appareils sont performants et si on en fait bien de l'usage, on diminue la dose dont on a besoin. Donc ça me paraît des éléments absolument clés, et sur ces éléments-là, on a pu se mettre d'accord. Maintenant, ce qui était un doute, alors c'était un doute vraiment au début, c'est-à-dire que là, il faut dire que Negawatt a réexaminé ses scénarios, mais le scénario de 2011 ou 2012, celui qui était juste en amont du débat énergie, qui a donc fait le tour de la France au moment du débat énergie, le réseau forêt de FNE était très réticent. On avait dit non, vous prévoyez une quantité de bois énergie dont évidemment dans leur tête ils voyaient que la forêt, encore une fois, bien trop importante. Alors, nous on fait aussi attention, il n'y a pas que la forêt qui peut donner du bois énergie. Il faut que tous les bois qu'on a transformés en meubles, par exemple, eh ben, il faut que, quand ils sont finis, on les récupère en bois énergie, mais à la fin. Le papier, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait? On peut aussi le brûler, mais à la fin. Autrement dit, il faut que le bois, il ait autant que possible une seconde vie avant qu'on arrive, évidemment, à le flamber, parce qu'une fois qu'on l'a flambé, il n'y a plus rien à récupérer, ce coup-là. Bon, et donc, la forêt, pour porter un peu la voix du réseau qui n'est pas le mien, FNE, mais avec qui j'ai bien discuté, la forêt, voilà, c'est à la fois un lieu social, c'est à la fois un lieu environnemental, c'est à la fois un lieu où les gens qui leur permettent d'aménité vont se balader, etc. C'est un lieu très étonnant, que je voudrais dire juste une chose absolument étonnante que j'avais découvert pour une autre conférence. Au Japon, dans la médecine traditionnelle qui se refait progressivement en ce moment, l'une des prescriptions des médecins peut être: vous allez vous promener 2 heures par jour en forêt. Je dis oui, alors on pourrait se promener en ville, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et donc ils sont en train d'analyser en profondeur qu'est-ce que ça signifie. Donc voilà, la forêt est un lieu qui doit absolument perdurer. Après, ça ne veut pas dire qu'on va rien prendre. On peut l'exploiter, c'est fait pour être exploité, mais avec des précautions, en ce sens que, par exemple, quand on coupe les petites branches, eh ben, il ne faut pas tout emmener des petites branches, parce qu'une partie de cette branche tombe au sol, elle réalimente le sol forestier pour qu'il continue à pouvoir se développer. Donc il faut faire attention à ne pas faire disparaître tout ce qui réalimente le sol. Donc voilà, c'est un peu des précautions qui font que, selon une grande tradition d'ailleurs des scénarios alternatifs de Negawatt, d'After, etc., on va interroger les besoins avant et on regarde comment on les satisfait le mieux avant de voir. Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment comme énergie à la fin pour faire ça? Bon, Christian avait une autre prescription à proposer, c'est couper du bois en forêt, carrément. Je pense que ça, c'est aussi intéressant. Oui. On a beaucoup d'échos. Je suis d'accord, il faut se faire un petit chantier de bois en forêt de temps en temps.
C'est bon pour la santé. Ouais, alors, je ne sais pas trop où il y a une controverse en fait, parce qu'on est à peu près d'accord. Bon, avec Marie, c'est un peu attendu. Enfin, on a quand même eu une discussion avec le réseau forêt il y a une dizaine de jours entre eux et nous, pour se mettre d'accord sur c'est quoi l'état des controverses. Et c'est vrai qu'on est d'accord à peu près sur les chiffres. On n'est pas d'accord complètement sur leur interprétation et sur les scénarios. Et c'est vrai qu'entre les scénarios qui existent, je vous ai dit, pour faire simple, en gros, est-ce qu'on continue à exploiter la forêt au même niveau qu'aujourd'hui ou est-ce qu'on augmente l'exploitation? C'est vrai qu'il y a quand même cet enjeu, cette différence d'approche. Est-ce qu'il faut plus exploiter la forêt pour l'aider à être plus résilient face au changement climatique? Ça, c'est une position. L'autre position, c'est de dire la forêt y arrivera toute seule et il faut peu intervenir. Bon. Alors après, pour situer quand même le débat, aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la forêt française, elle augmente de 100 000 hectares par an, donc elle n'est pas du tout en diminution, qu'elle continue à capitaliser, qu'elle est plutôt, sa santé a plutôt tendance à s'améliorer, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gros bois, de bois morts, etc. En forêt. Après, il y a aussi des signes de mauvaise santé, mais qui sont dus aux effets du changement climatique en termes d'insectes, risque d'incendie. Enfin, il faut imaginer que le risque forêt méditerranéenne, incendie de forêt méditerranéenne, il va monter jusque dans le centre de la France et dans l'ouest. Donc c'est ça qui nous guette aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai débat là-dessus et qu'aujourd'hui, dans les milieux de la forêt, il y a une vraie controverse. Mais pour répondre brutalement, je repose une question peut-être de façon très brutale. Est-ce que là aussi on a raison de se faire peur? Est-ce qu'on est en train de raser la forêt? Est-ce que c'est un faux débat? Non, c'est pas un faux débat, mais aujourd'hui les chiffres c'est quoi? C'est qu'on exploite 50% de l'accroissement biologique annuel de la forêt, d'accord? La forêt aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 2,8 milliards de mètres cubes de bois sur pied. Tous les ans, quand on prend l'ensemble du bois, du volume aérien de bois, c'est à peu près 140 millions de mètres cubes supplémentaires. Et là-dessus, on en prend à peu près la moitié. Voilà, ça c'est la situation. Et nous, ce qu'on dit, c'est que dans nos scénarios, ils reposent sur l'hypothèse qu'on va passer de 50% de taux d'exploitation à 65% de taux d'exploitation, mais de l'exploitation de l'accroissement annuel. Donc il reste toujours 35% de l'accroissement annuel qui continue à être capitalisé. Donc on est encore sur des scénarios où on a une augmentation du volume sur pied. Sauf, alors la nuance près, c'est quel sera l'impact du changement climatique. Mais voilà. Alors, et ça, tous les scénarios sont confrontés. Dernière question de la questionneuse avant un aller-retour avec la salle. En fait, ce qu'il y a, c'est que, moi je l'ai vu pendant 4 ans au conseil d'administration de l'ADEME. On voit passer en permanence des chaufferies. Bien. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas d'analyse, parce qu'il ne s'agit pas de dire des chauffes globaux. Après, il faut aller regarder massif forestier par massif forestier. Or, on n'a pas d'analyse par massif forestier, on a des analyses par département ou par région, ce qui est complètement con, parce que c'est le même massif. Il faudrait vraiment que l'analyse soit par massif forestier pour qu'on dise voilà ce qu'on peut prélever sur celui-là. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a une demande qui arrive, on dit faut doubler le fonds chaleur. Alors, entre parenthèses, d'ailleurs, c'est pas vrai, on ne l'a pas doublé. Finalement, l'ADEME a vu ces trucs diminuer, mais il y avait un projet de doubler le fonds chaleur, et dans le fonds chaleur, arrivent systématiquement des chaufferies, et au bout d'un moment, on dit mais attendez, c'est la 4e ou la 5e qu'on a dans ce coin-là, est-ce qu'on peut avoir une analyse cumulée pour voir si on est dans des trucs raisonnables ou si on dit oh ben c'est pas grave, si vraiment on s'aperçoit qu'on a trop pris de ce côté-là, on ira plus loin. Ben non. Et donc on a une vraie demande qu'on puisse avoir une analyse par massif forestier et que quand une nouvelle arrive, on dit voilà ce qu'on en est déjà et voilà, on peut en faire encore une ou deux ici. Et naturellement, il faut que ceci se fasse dans des zones forestières, c'est-à-dire où le bois soit présent sur place. C'est une ressource pour les communes. Ça leur permet de développer aussi des choses. Donc voilà, ça me paraît un élément important. Oui, alors, je suis d'accord qu'il nous manque des chiffres sur la forêt. En fait, elle n'est pas très bien connue, la forêt française. Et l'analyse par massif, c'est essentiel et ça n'existe pas. Fixer des taux d'exploitation maximale par massif, ça n'existe pas, etc. C'est des questions qui sont complexes, mais c'est vrai qu'on manque de données. Par exemple, nous, à Solagro, on est en train de terminer une étude pour l'ADEME. Ce n'est pas encore public, donc vous ne le répétez pas. S'il y a des gens de l'ADEME dans la salle, je suis désolé. Mais c'est une étude qui montre que, globalement, le bois bûche chez les ménages a été réduit de 25% en 5 ans. 25% en 5 ans, ça fait l'équivalent de la production d'électricité éolienne en France.
Donc on a investi sur l'électricité éolienne, et là, dans la méconnaissance totale, on s'aperçoit que le bois bûche domestique, et voilà. Alors c'est peut-être pour des bonnes raisons, c'est peut-être que les gens ont mieux isolé, qu'on a renouvelé les appareils de chauffage, etc. Mais le nombre d'utilisateurs a diminué, alors qu'il devait augmenter. Donc la situation, c'est ça aussi. Et globalement, en fait, le bois énergie, malgré le fait qu'il y ait des grosses chaufferies, etc., ben, ça compense à peine le fait qu'il y ait massivement une diminution de la consommation de bois bûche. Et ça, il faut vraiment qu'on ait un dispositif d'analyse de statistiques. Par exemple, aujourd'hui, sur le site du SOS, du ministère de l'écologie, on n'a plus de statistiques régionales sur les bioénergies. Ça n'existe pas, on n'arrive pas à trouver les chiffres. C'est étonnant quand même. C'est étonnant et c'est très gênant, effectivement. Je pense que ce sera aussi le sujet dans la table ronde suivante sur la question des mesures et de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait pour prendre les bonnes directions. J'aimerais bien qu'il y ait quelques questions-réactions dans la salle. Avec l'idée, c'est un peu de dire, est-ce que votre point de vue a changé? Donc Laurent est là, il y a une personne qui est au fond. Est-ce que votre point de vue a changé peut-être en écoutant Christian, Maryse et Claudia? Ou est-ce que vous avez peut-être une question tout simplement à poser? La règle du jeu, c'est 30 secondes sec. Ok. Donc moi je suis un peu l'inévitable là sur la question du sujet. Je suis un peu l'extrémiste des contestataires du bois énergie. Et je suis assez admiratif de cet argumentaire qui nous explique avec ces courbes qu'on va pouvoir stocker du carbone en brûlant des arbres et en brûlant la forêt. Très très rapidement, il y a tous les fondements de l'agriculture, comment dire, 30 secondes, ça va aller vite. Les arguments sont des illusions. Ça génère beaucoup de dérives, tout cet argumentaire idyllique sur le bois énergie. On croit au Père Noël avec le bois énergie et ça se démontre. Et moi, je crois au Père Noël parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont entendre ça et qui vont se dire on va peut-être changer notre point de vue là-dessus avant qu'il y ait trop de trous dans la forêt. Merci. Christian, est-ce que ça amène un point de vue? Je ne sais pas, moi, il y a des travaux scientifiques, les études sur lesquelles on s'appuie, c'est des travaux, on en a discuté avec FNE d'ailleurs, ils ne contestent pas la pertinence de ces travaux qui ont été menés par l'INRA et l'IGN. Donc voilà, donc nous on utilise des travaux scientifiques, si on a mieux, moi je veux bien, mais il faut publier des travaux scientifiques de même niveau. Voilà. Donc, alors attendez, j'arrive avec un micro, ça sera mieux. Vous dites que le bois bûche diminue, est-ce que ça serait compensé par une augmentation du bois granulé? Pas du tout, non. Non, le bois granulé, ça a augmenté de 10% à peu près, mais c'est loin de compenser la diminution du bois bûche. Parce que le bois granulé, c'est quelques pourcents de la consommation. Ça ne se voit pas encore beaucoup dans les statistiques. Oui, alors une remarque sur la méthanisation et une question sur le bois. Sur la méthanisation, on commence à avoir des associations type comité vigilance méthanisation qui globalement s'opposent non pas à des gros projets, mais plutôt à des petits projets de méthanisation à la ferme, considérant qu'il va y avoir des nuisances, etc. C'est quand même assez étonnant. Moi, je voulais savoir aujourd'hui comment on pouvait, alors, avec des visions différentes, essayer de l'anticiper et qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse par rapport à ça. Et sur le bois énergie, alors moi j'ai une vision un peu déformée parce que je suis en lien avec la gestion des déchets. Aujourd'hui, les déchets de bois, c'est à peu près, je fais grosso modo, c'est à peu près 1 million de tonnes par an. Il y a effectivement une très très grosse concurrence entre le bois matière, le bois énergie. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas tellement la question du bois matière ou du bois énergie, c'est la question de la qualité. C'est-à-dire que tout le monde veut le bois naturel, le bois propre. Pour faire simple, quand on parle de déchets, c'est la palette. Mais le bois qu'on va dire traité, c'est-à-dire le bois, je vais utiliser des gros mots, le bois Ikea, ça, personne n'en veut. Donc la question, c'est comment
dans un scénario où effectivement on veut défendre la biomasse, on peut arriver à utiliser le bois énergie en utilisant peut-être prioritairement du bois qui est un peu moins noble. Oui, je ne sais pas si ça peut amener une réponse courte ou si on la garde. Je vais peut-être répondre directement aux questions, c'est parce que sinon je ne m'en souviendrai plus, parce que j'ai une petite mémoire. Donc alors oui, effectivement, on a des oppositions à des projets de méthanisation à la ferme, et pas uniquement aux gros projets de méthanisation industrielle, etc. Donc ça peut sembler paradoxal, mais ça veut dire aussi que la méthanisation à la ferme n'a pas non plus toutes les vertus, et nous, on est même plutôt réticents avec la méthanisation individuelle à la ferme, parce qu'on considère que les agriculteurs qui ont les moyens de se payer un méthaniseur tout seul, c'est les plus gros élevages. Et en moyenne, les méthaniseurs collectifs, donc un méthaniseur collectif, c'est un gros machin, hein, mais en fait, les méthaniseurs collectifs, les agriculteurs qui adhèrent à des projets comme ça, sont en moyenne 3 ou 4 fois plus petits que les agriculteurs qui ont des projets de méthanisation individuelle. Voilà. Donc ça, c'est une petite incidente. Ensuite, de toute façon, on n'évitera pas que, à partir du moment où la méthanisation se développe, comme on a sur l'éolien, comme on l'a eu sur toutes les filières énergie renouvelables, on ait des oppositions locales. Je pense qu'on n'a pas d'opposition systémique sur la méthanisation comme on l'a sur l'éolien. On commence à la voir, mais c'est encore assez marginal, c'est-à-dire sur le bien fondé, c'est surtout, il y a beaucoup d'associations qui disent on est pour la méthanisation, mais là c'est trop près des maisons, là il y aura trop de camions, là il y aura des odeurs, etc. Et puis on ne peut pas vraiment dire qu'il n'y aura pas d'odeur, parce qu'à Montpellier, vous avez eu quelques mouches quand même, donc voilà. Donc il y a des arguments qui sont fondés. Alors après, c'est vrai qu'il faut faire des projets de qualité, il faut qu'ils soient bien entourés, qu'il y ait des premières réticences au début, ça c'est normal. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que les projets, quand ils ont été construits et qu'au bout d'un moment, les riverains commencent à s'apercevoir que finalement, c'est pas si dramatique, qu'il n'y a pas beaucoup de camions, que les odeurs elles sont confinées sur le site de la méthanisation, mais ça sort pas tellement dehors, etc. Il y a plutôt une meilleure appréciation du projet au bout de quelques années. Et ça, c'est un programme qu'on est en train de mener aujourd'hui, qui s'appelle Méthalae, ça veut dire la méthanisation comme levier pour l'agroécologie, où on va aller voir justement tous ces phénomènes, et on a plutôt une acceptation qui s'améliore dans le temps. Mais il y a ce cap au début difficile à passer quand on lance les enquêtes publiques, etc. Alors, Maryse, très court. Juste très court Oui. sur la... France Nature Environnement a fait une étude pendant 2 ans, a sorti un document qui s'appelle le Métascope. L'objectif, c'est un document aide à analyser un projet de méthanisation pour dire, ah ben tiens, là il est bien, là il est bien, ah là il n'est pas tout à fait bien, et permet d'avoir une vision assez objective si le projet qu'on a en face de soi est à peu près bien mais améliorable, vraiment bien, ou vraiment très mauvais et qui doit être amélioré sur beaucoup de points ou refusé. Donc ça s'appelle le Métascope et vous trouvez ça sur le site de FNE. Bonjour, donc ma question porte sur la biomasse, enfin l'utilisation de la biomasse par l'agriculture avant tout. Dans le cadre du changement climatique, notamment ici dans Languedoc-Roussillon, où il n'y a plus de matière organique dans les vignes par exemple, on sait que c'est notamment, et où on ne peut pas irriguer, puisqu'on n'a pas accès à l'eau d'irrigation dans de nombreux territoires, on sait qu'en ramenant de la matière organique dans les sols, on peut permettre à la viticulture notamment de s'adapter au changement climatique et de résister. Donc, est-ce qu'on a une idée des quantités de matière organique qu'il faut absolument réserver pour l'agriculture avant tout, pour qu'elle puisse s'adapter au changement climatique et même produire pour notre alimentation, dans les 6 F, les 2 F, fourneaux et fumier se rejoignent. Donc, ce n'est pas uniquement le fumier pour augmenter les rendements, c'est déjà le fumier ou la matière organique pour maintenir l'eau, la capacité de rétention en eau des sols. Donc, est-ce qu'on a une idée de la quantité de matière organique, qu'elles proviennent de l'agriculture elle-même, de ses sous-produits ou de la matière organique qu'on peut aller chercher dans les forêts notamment, pour l'agriculture avant tout, et qu'est-ce qu'on garde après pour l'énergie? Sachant que pour l'énergie, on a d'autres sources qui sont... c'est une question qui est essentielle et en fait, on ne sait pas très bien, surtout que ça varie beaucoup en fonction du contexte pédoclimatique, donc le sol, le climat, les pratiques agricoles, etc. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, déjà dans l'agro-système, il y a à peu près la moitié de la biomasse qui revient sur les sols. Alors, il y en a la moitié qui est exportée, qui sert à nourrir les animaux, les humains, etc. Et la moitié qui reste sur les sols.
Ça, c'est globalement au niveau national. Donc pour moi, l'idée, c'est pas tellement d'en rapporter plus que d'éviter de dégrader celle qu'il y a déjà aujourd'hui. Donc ça veut dire favoriser des techniques de non-labour, travail simplifié du sol, etc., pour éviter de détruire. Excusez-moi, l'idée, c'est que dans les endroits, comme dans le Languedoc, où on part de zéro en matière organique et qu'il faut monter à je ne sais plus combien là, pour arriver... Oui, non mais... C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué parce que ça dépend du type de sol. Donc globalement, l'idée, c'est moins perturber le sol, technique culturelle simplifiée, etc. Ensuite, la deuxième idée, c'est d'avoir des couverts permanents. Ça va d'ailleurs assez bien ensemble. Et ce que je vous disais tout à l'heure, avec les cultures intermédiaires, c'est un bon moyen pour fixer du carbone dans le sol et ramener plus de biomasse avec beaucoup d'effets agronomiques qui sont positifs. Et quand je dis qu'on cherche à créer des synergies entre l'énergie et le reste, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux façons de produire ces cultures intermédiaires. Il y a ce qu'on appelle les SIPAN, culture intermédiaire piège à nitrate, c'est-à-dire qu'on va couvrir le sol, on va piéger un peu l'azote, mais ce n'est pas des cultures qui sont destinées à être récoltées. Donc il y a peu de production de biomasse, donc peu de production racinaire, alors que quand on produit de la biomasse qui est destinée à être récoltée pour être envoyée dans un méthaniseur, par exemple, là on a intérêt à avoir des rendements qui sont relativement conséquents. Donc qui dit rendement conséquent dit aussi un système racinaire qui se développe beaucoup plus. Et donc il y a des travaux qui ont été menés notamment par Arvalis où on montre clairement qu'entre des SIPAN avec peu de racines et des cultures intermédiaires qu'on envoie en méthanisation et on va restituer ensuite le digestat au sol, etc., on a un bilan en matière organique qui est largement supérieur dans ce cas-là. Alors après on peut faire... Enfin bon, je sais pas... Merci Christian de t'arrêter tout seul. Merci à Claudia, merci à Maryse. J'espère que pour vous ça a apporté quelques éléments d'information, de réflexion. Vous avez compris que ce sont des choses qui appellent la complexité. On n'a pas répondu au monsieur par rapport au bois énergie sur les prix et sur les déchets. Moi, on pourrait rentrer longtemps dans le débat et le temps nous est compté, mais effectivement, c'est aussi des questions de court terme, hein, de logique court terme, économique, d'aller au plus près d'un gisement qui est le moins cher possible, et une question de pilotage par rapport effectivement à un intérêt général, un intérêt public ou pas. Toutes ces questions-là, effectivement, sont des questions sociétales avant d'être des questions techniques. Merci encore à vous. Et on va passer à la... Merci, vous pouvez le saluer. Merci.